Juste 3 minutes et nous commencerons. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Chers participants, bon après-midi à vous tous. Bon vendredi et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom journalisme, le journalisme dans l'ère d'investigation. Journaliste d'investigation à l'ère numérique. Donc, ce séminaire se tournera autour du journaliste d'investigation, défis et opportunités à l'ère numérique et enfin les outils numériques. Tout cela avec Dr Huda Haji Qasem, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Huda. Dr Huda, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire.
Bonjour Malak et merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour pour tous les invités et les présents et merci beaucoup pour votre présence. Notre séminaire d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est le journalisme d'investigation à l'ère numérique. Donc c'est un sujet à la mode. Il n'est pas réellement très à la mode parce que à partir de l'an 2010-2011, il y avait beaucoup de formations en ligne organisées spécialement en Amérique par les universités américaines. Mais les conditions d'aujourd'hui, le travail en ligne, ont imposé le fait de parler d'un journalisme d'investigation à l'ère numérique. Donc, il s'agit d'un séminaire, le séminaire d'aujourd'hui intitulé Le journalisme d'investigation à l'ère numérique. Le plan de notre séminaire, on va commencer par la présentation du journalisme d'investigation. C'est quoi journalisme d'investigation? En deuxième lieu, on va traiter les défis et les opportunités à l'ère numérique. Et ensuite, on va parler des outils numériques et c'est ça l'innovation et le plus important dans notre séminaire. On va commencer en premier lieu par le journalisme d'investigation et la définition. Bien évidemment, lorsqu'on parle de journalisme et des techniques du journalisme, on est en train de traiter les genres journalistiques. Donc, il y a plein de genres journalistiques pour exercer le métier du journalisme. Il y a, par exemple, le journal, il y a le reportage, il y a les interviews, il y a les portraits. Et il y a aussi les enquêtes, mais il y a le journalisme d'investigation et on va voir la différence entre les enquêtes et le journalisme d'investigation. Dans la définition du journalisme d'investigation, on peut dire que le journalisme d'investigation est une forme de journalisme qui se concentre sur la recherche approfondie et l'exploration de sujets d'intérêt public, souvent en révélant des informations cachées ou en exposant des abus de pouvoir, de la corruption ou des injustices. Ce type de journalisme implique généralement une enquête rigoureuse d'analyse de données, des entretiens avec des sources et la vérification des faits. Donc, le journalisme d'investigation est un travail à fond. Quelle est la différence entre l'enquête et le journalisme d'investigation? Parce que les enquêtes journalistiques traitent toujours des problèmes, donc des problèmes ayant rapport à l'intérêt public. Donc, c'est un travail à fond. On est à la recherche des informations cachées. On veut comprendre une réalité donnée. On veut découvrir une vérité euh, donnée dans notre société. L'enquête part d'une simple question. L'enquête journalistique part toujours d'une question. Et il y a toute une méthodologie, un processus à suivre pour répondre à cette question. Bien évidemment, parfois le journaliste peut atteindre la réponse à cette question et dans d'autres fois où les sources sont compliquées ou bien la problématique est trop compliquée, il ne peut pas atteindre la bonne réponse, mais il pousse cette réponse vers un chemin correct. Il attire l'attention du public vers un chemin donné et il dit bien au public, voilà, c'est ça le chemin qui vous amène à la bonne réponse. Le journalisme d'investigation ne part pas d'une question, mais part des hypothèses. Donc, le journalisme d'investigation s'appuie sur la création d'hypothèses. Donc, je n'ai pas un seul chemin, mais j'ai 2 à 3 chemins. Chaque hypothèse amène le journaliste vers un chemin donné. OK? Donc, c'est pour cette raison que le journalisme d'investigation nécessite beaucoup de temps. On peut faire l'enquête journalistique en un mois, par exemple, mais l'enquête du journalisme d'investigation peut être réalisée même en 1 année, 2 années, 3 années, et ça nécessite beaucoup d'investissements financiers et le recours à plusieurs ressources, à des dizaines et même aussi des centaines de ressources. Donc, on part de la mise en place des hypothèses et chaque hypothèse suppose une réponse donnée. Et parfois, et vers la fin de l'enquête, le journaliste peut affirmer une hypothèse, peut rejeter une autre. Docteur, Oui. est-ce que le partage d'écran est clair pour tout le monde? Oui, Car il oui, n'y a c'est personne qui me l'a confirmé.
Ah oui, oui, je suis en train d'expliquer, c'est une petite introduction pour comprendre en premier lieu c'est quoi le journalisme d'investigation et tout ira rapidement. Le journalisme d'investigation, on a dit qu'il s'appuie sur des hypothèses. En deuxième lieu, on va parler des caractéristiques du journalisme d'investigation. Il y a en premier lieu la recherche approfondie, donc l'une des caractéristiques du journalisme d'investigation, où les journalistes d'investigation passent souvent des mois, voire des années, à enquêter sur un sujet, collectant des preuves ou des témoignages. En deuxième lieu, il y a la caractéristique de l'exposition de la vérité, où l'objectif principal est de révéler des vérités cachées qui ont un impact sur la société, la politique ou l'économie. Et il y a aussi la caractéristique de la protection des sources. Donc, le journaliste d'investigation doit protéger sa source. Ces journalistes protègent souvent l'identité de leur source, surtout lorsque celle-ci risque d'être exposée à d'autres organismes. Parmi les caractéristiques aussi, il y a l'indépendance et l'objectivité. Et ce type de journalisme vise à être impartial et à présenter des faits de manière équilibrée, sans biais. Il y a aussi la caractéristique de l'impact social. Les enquêtes journalistiques d'investigation peuvent conduire à des changements politiques, juridiques ou sociaux en sensibilisant le public à des problèmes importants. L'objectif principal de toute enquête de journalisme d'investigation, c'est de créer le changement politique, le changement positif dans la société. Donc, l'objectif est de créer le changement. Il faut changer un état vers un autre état encore plus positif. Quelle est la méthodologie pour créer le journalisme d'investigation? Il y a un processus, il y a une méthode à suivre. Donc, il ne s'agit pas d'un journalisme ordinaire. On a dit que ça nécessite beaucoup du temps, que ça nécessite le recours à des ressources et aussi un grand financement, investissement financier. Donc, on va commencer par l'identification du sujet. C'est en premier lieu, on doit choisir le thème, sélectionner un sujet d'intérêt public, souvent lié à des questions de corruption, d'abus de pouvoir ou d'injustice sociale. On va faire aussi la recherche préliminaire. Il faut effectuer une recherche initiale pour comprendre le contexte et les enjeux liés au sujet. Ensuite, dans la méthodologie et après avoir défini le thème et fait la recherche préliminaire, le journaliste va commencer la collecte des informations. Et cette collecte se fait à travers beaucoup de techniques telles que la recherche documentaire. Donc, le journaliste va utiliser des sources secondaires telles que des articles, des rapports, des études et des documents publics pour recueillir des informations. Il peut faire aussi l'analyse de données. Donc, il y a des rapports et des documents déjà publiés et le journaliste d'investigation va faire l'analyse des données par l'exploit des bases de données, des statistiques et des documents financiers pour identifier des tendances ou des anomalies. Le journaliste d'investigation peut aussi faire des interviews pour mener des entretiens avec des témoins ou des experts ou des victimes ou des personnes impliquées pour obtenir des perspectives variées. Dans notre méthodologie, il y a ensuite, et après avoir fait la collecte de données et des informations, on doit faire la vérification des faits parce que ces données pourront être erronées ou bien falsifiées ou bien truquées. Donc, le journaliste d'investigation doit vérifier les faits à travers la vérification des sources. Il doit s'assurer que les informations recueillies proviennent de sources fiables et vérifiables. Et ensuite, il doit faire le croisement des sources, et c'est une règle très importante dans le monde du journalisme, et plus précisément le journalisme d'investigation. Donc, il faut faire le croisement des informations en comparant les données obtenues avec d'autres sources pour confirmer leur exactitude.
Et ensuite, le journaliste, après avoir fait la vérification des données, il doit faire l'analyse et l'interprétation de ces données. Donc, l'interprétation des données à travers l'analyse des informations collectées pour en tirer des conclusions significatives. Il va aussi faire l'évaluation des implications en considérant les conséquences potentielles des découvertes sur les individus, les institutions et la société. Vers une autre étape, donc le journaliste doit ensuite faire la rédaction du rapport. Il va commencer la rédaction de son rapport du journalisme d'investigation. Il commence par la structuration de l'article, organiser les informations de manière logique et cohérente, parce que là, il est en train de raconter une histoire suite à un parcours d'investigation en mettant en avant les points clés de l'enquête. Il y a aussi l'utilisation des supports visuels, intégrer des graphiques, des tableaux ou des images pour illustrer les données et rendre le rapport plus accessible. Donc, le journalisme d'investigation est en quelque sorte un journalisme de données parce que ce journalisme se base aussi sur les visualisations et l'insertion des graphismes. Donc, le journaliste va résumer l'ensemble des données en graphisme, en visualisation et ça aide à la. Donc, dans la méthodologie, il y a ensuite la publication et la diffusion. Dans cette phase-là, il faut choisir les médias convenables. Donc, on ne peut pas publier notre enquête du journalisme d'investigation n'importe où, mais il y a des interfaces ou bien des médias bien spécialisés en investigation parce que la spécialisation du média donne plus d'impact. Donc, il faut bien choisir les médias, déterminer le meilleur canal de diffusion, journal, site web, documentaire, pour atteindre le public cible. Et il y a aussi l'engagement du public qui est une condition très importante dans le journalisme d'investigation. Il s'agit d'utiliser les réseaux sociaux et d'autres plateformes pour partager les résultats et susciter des discussions. Et l'engagement du public est très important dans le journalisme d'investigation parce qu'on veut changer. On vise le changement de la société et ce changement ne pourra être créé que à travers l'engagement du public. Après avoir publié, il faut faire le suivi et susciter les réactions, bien suivre aussi les réactions, suivi des réactions à travers l'observation des réponses du public et des autorités suite à la publication de l'enquête et la mise à jour des informations parce que, et plus précisément, le journalisme à l'ère numérique, d'investigation à l'ère numérique, permet la mise à jour des informations, être prêt à fournir des mises à jour ou des clarifications si de nouvelles informations émergent. Le changement, c'est la dernière étape de ce processus méthodologique pour créer du journalisme d'investigation. La méthodologie du journalisme d'investigation est un processus rigoureux qui nécessite du temps, de la patience et un engagement envers l'exactitude et l'intégrité. Et en suivant ces étapes, les journalistes peuvent produire des enquêtes et non seulement informer le public, mais qui peuvent également conduire à des changements significatifs dans la société. Et comme on l'avait dit, le changement est l'objectif principal de toute enquête du journalisme d'investigation. Si on ne vise pas la création du changement dans la société, pousser les autorités à faire des déclarations, à prendre des décisions très importantes, à changer, créer des changements. Donc, on ne peut pas parler d'un très bon impact ou bien d'un impact positif de l'enquête du journalisme d'investigation. En deuxième lieu, on va parler des défis et des opportunités à l'ère numérique. Donc, on a défini le journalisme d'investigation, ses caractéristiques, sa méthodologie. On a dit qu'il s'agit d'un journalisme qui se base sur la mise en place des hypothèses, mais avec l'ère numérique et l'apparition des interfaces numériques et plus précisément des outils
et techniques qui aident le journaliste dans la collecte de l'information, l'analyse de l'information, l'interaction avec le public, la publication rapide et la mise à jour. Donc, il y a beaucoup de défis et d'opportunités associés à l'ère numérique. Les nouveaux outils et technologies font partie des défis et opportunités. Alors, l'ère numérique a introduit une multitude d'outils qui facilitent le travail des journalistes d'investigation. Il y a des logiciels d'analyse de données aux plateformes de communication sécurisées et ces technologies permettent aux journalistes de collecter, d'analyser et de partager des informations de manière plus efficace. Par exemple, l'utilisation de l'analyse de données peut aider à identifier des tendances ou des anomalies dans des ensembles de données complexes, tandis que les outils de visualisation peuvent rendre les résultats plus accessibles au public. Donc, il y a de nouvelles opportunités technologiques qui offrent des avantages à l'ère numérique. Par exemple, les outils techniques, les logiciels, les applications de collecte, d'analyse et de partage de l'information présentent un plus au journalisme d'investigation parce qu'auparavant, le journaliste d'investigation se trouve face à une grande quantité de paperasse, donc des rapports photocopiés, du papier, etc. Donc, il doit analyser tout ça de façon manuelle, mais avec la numérisation de tout cet ensemble de données et l'analyse grâce à des logiciels, ça devient de plus en plus facile et les résultats deviennent de plus en plus rigoureux et plus précisément, il y a le sens de visualisation à travers les graphismes et ça, c'est une chose très importante. Il y a aussi le défi de l'accès à l'information. Internet a élargi l'accès à l'information, permettant aux journalistes d'accéder à des documents, des témoignages et des sources qui étaient auparavant difficiles à obtenir. Donc, c'est un grand avantage Internet et l'accès à l'information via Internet. Les bases de données publiques, les archives numériques et les réseaux sociaux offrent une richesse d'informations qui peuvent être exploitées pour des enquêtes approfondies. Et cependant, cette abondance d'informations nécessite également une vigilance accrue pour distinguer les faits des rumeurs et des fake news. Donc, l'Internet offre la possibilité élargie d'accéder à l'information, mais il faut faire attention parce que ce qui existe sur Internet n'est pas toujours vrai. Il y a des fake news, il y a des informations erronées, falsifiées, il y a des rumeurs. Donc, le journaliste d'investigation doit faire attention à ces informations et bien sûr, il y a des outils techniques, des logiciels qui permettent de faire le fact-checking ou bien la vérification de la véracité de ces informations. Un autre défi à l'ère numérique est le défi de désinformation. À l'ère numérique, le journalisme d'investigation doit naviguer dans un paysage saturé de désinformation. Les fake news et les campagnes de désinformation peuvent non seulement nuire à la crédibilité des médias, mais aussi compliquer le travail des journalistes qui recherchent à rapporter les faits vérifiés. Et les journalistes doivent ainsi être formés à la vérification des faits et à l'évaluation critique des sources d'information. Donc, le fact-checking ou bien la vérification des informations est grâce aux technologies de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on ne parle plus du fact-checking, mais on parle de deep checking, de la vérification approfondie des fake news ou bien des informations grâce à l'intelligence artificielle. Donc, les journalistes doivent recevoir une formation dans ce sens-là et doivent bien saisir l'utilisation de ces outils technologiques pour lutter contre la désinformation et vérifier leurs informations. Un autre défi à l'ère numérique, il y a la protection des sources parce que les sources sont un capital dans le journalisme d'investigation. On ne peut pas réaliser notre enquête sans le fait d'avoir
une liste de sources fiables et la protection des sources est un principe fondamental du journalisme d'investigation. Et à l'ère numérique, les journalistes doivent être particulièrement attentifs aux risques liés à la surveillance et à la collecte de données. L'utilisation des technologies de communication sécurisées et des méthodes de cryptage est essentielle pour protéger l'identité des sources et garantir la confidentialité des informations sensibles. Et là, la question de la protection des sources est très importante. Il y a des technologies qui permettent de ne pas suivre les traces de ces sources-là. Il faut les protéger. Il y a plusieurs pays dans le monde qui ont mis en place des lois pour protéger les sources des journalistes ou bien de n'importe quelle autre source, parce que c'est une condition dans le travail journalistique, la protection des sources. Mais lorsqu'il s'agit de l'ère numérique et de la technologie, ça devient encore plus facile de suivre les traces de ces sources. Alors, il faut apprendre d'autres technologies pour protéger nos sources dans l'exercice du journalisme d'investigation. Il y a aussi l'engagement du public. Parmi les défis et les opportunités à l'ère numérique, les plateformes numériques offrent également de nouvelles façons d'engager le public dans le processus d'investigation. Les journalistes peuvent utiliser les réseaux sociaux pour partager des mises à jour en temps réel, solliciter des témoignages et créer des communautés autour de leurs enquêtes. Cela peut renforcer la transparence et la responsabilité tout en permettant aux citoyens de participer activement à la recherche de la vérité. Donc, la présence du public dans cette enquête du journalisme d'investigation est très importante parce que le journaliste rédige pour son public, travaille pour le public, donc il est au service du public. Donc, Internet et plus particulièrement les réseaux sociaux ont offert la possibilité d'interaction entre le public et le journaliste. Les auditeurs ou bien le public peuvent enrichir les enquêtes même après la publication avec des témoignages, avec des commentaires, etc. Et il pourra y avoir une mise à jour de cette enquête. Il y a aussi le défi de l'éthique et de responsabilité. Et avec l'essor du journalisme numérique, les questions éthiques deviennent de plus en plus importantes. Les journalistes d'investigation doivent naviguer entre la nécessité de rapporter des informations rapidement et la responsabilité de garantir l'exactitude et l'intégrité de leur reportage. La réflexion éthique doit être au cœur de chaque enquête en tenant compte des applications pour les individus et les communautés concernées. Donc, l'éthique, c'est l'un des principes du journalisme en général, mais lorsqu'il s'agit du journalisme d'investigation, c'est très important de faire attention à l'éthique et au sens de responsabilité parce que le journaliste est en train parfois de traiter la vie privée des autres, des données trop sensibles. Si on est en train de viser le changement de la société, on ne va pas causer des dangers aux autres, par exemple. Donc, l'éthique et la responsabilité sont un défi à l'ère numérique. Ceci concernant les défis et les opportunités à l'ère numérique. Donc, de nouvelles données à prendre en considération. Donc, parlons maintenant des outils numériques pour faire ce journalisme numérique. Auparavant, le journaliste investit beaucoup du temps, il se déplace d'une zone géographique à une autre, d'un pays à un autre, d'une ville à un autre, avec ses moyens du transport. Donc, c'était un travail pénible et difficile. Il peut, par exemple, exploiter son téléphone portable, la caméra, l'appareil photo, des appareils d'enregistrement sonore. Parfois aussi, les caméras cachées et les microphones cachés, s'il y a une grande nécessité, parce que c'est interdit par la loi de prendre des enregistrements en cachette, il faut prendre la permission de la personne interviewée, mais s'il y a une nécessité extrême,
on peut utiliser la caméra et le microphone caché, mais avec l'ère numérique et la naissance de beaucoup d'outils technologiques et surtout la mise en place d'une base de données grandiose sur Internet. Donc, il y a une mine d'informations, une mine de données à l'ère de ce big data. Donc, il est très intéressant que le journaliste d'investigation s'oriente vers le monde virtuel, le monde numérique, pour faire la collecte et l'analyse de données parce que toutes les activités dans le monde aujourd'hui existent sur Internet. Et il y a naissance de beaucoup d'outils numériques qui aident le journaliste dans l'exécution de son travail et l'élaboration de son enquête d'investigation. Il y a en premier lieu les outils de recherche et d'analyse de données. Donc, il y a beaucoup d'outils qui aident à la recherche et à l'analyse des données, tels que les tableurs, tels que Excel et Google Sheets. Ces outils sont utilisés pour organiser, analyser et visualiser les données. Il y a aussi les logiciels de visualisation de données tels que Tableau, tels que Wrapper, permettent de créer des graphiques et des infographies pour rendre les données plus accessibles. Il y a les outils d'analyse de réseaux sociaux tels que CrowdTangle et TweetDeck. Ils aident à suivre les conversations et analyser les tendances sur les réseaux sociaux. Bien sûr, vous pouvez faire le téléchargement de ces applications et ces logiciels. Il y a des versions gratuites limitées, mais il y a aussi des versions complètes. Il faut payer de l'argent pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de ces applications. Mais ce sont les outils les plus fameux et utilisés par que ce soit les journalistes d'investigation, même aussi les journalistes spécialisés en journalisme de données, et par beaucoup d'autres chercheurs et experts, par les bureaux d'études, etc. Il y a aussi les outils de collecte d'informations tels que les moteurs de recherche avancés, utilisation de Google et d'autres moteurs de recherche avec des opérateurs de recherche avancés pour trouver des informations spécifiques. Il y a aussi les bases de données publiques telles que DataGov, l'américain, telles que Eurostat. Ces bases de données permettent l'accès à des informations et des données gouvernementales et des statistiques pour soutenir des enquêtes. Il y a aussi les outils de scrapping tels que Beautiful Soup, Scrappy. Donc, ce sont des techniques pour faire la collecte de données via Internet. Ces outils permettent d'extraire des données de sites web pour une analyse plus approfondie. Parmi les outils numériques aussi pour mener votre enquête en journalisme d'investigation, il y a les outils de communication et de collaboration. Il y a les plateformes de messagerie sécurisées telles que Signal, telles que WhatsApp, et qui sont utilisées pour communiquer de manière sécurisée avec des sources et des collègues, bien que WhatsApp n'est plus sécurisé. Par exemple, ils utilisent aujourd'hui Telegram, il y a aussi Slack, il y a d'autres outils de messagerie et de communication plus sécurisés. Il y a les outils de gestion de projets tels que Trello et Asana qui aident à organiser des tâches et à suivre l'avancement des enquêtes collaboratives. Donc, il y a plein d'outils pour faire le journalisme d'investigation. On doit suivre la méthodologie de création d'une enquête de journalisme d'investigation. Et dans chacune des étapes de ce processus, il y a des outils technologiques qui aident le journaliste à faire son travail. Il y a aussi les outils de vérification des faits. Donc, il faut vérifier nos informations, les données collectées. Il y a des vérifications des images avec TinEye, avec Google Reverse Image Search. Ces outils sont utilisés pour vérifier l'authenticité des images et des vidéos. Il y a aussi des outils de fact-checking tels que factcheck.org ou bien Snopes qui aident à valider les informations et à corriger les fausses nouvelles. Donc, parmi les outils numériques, il y a aussi les outils de sécurité et de protection de la vie privée,
tels que VPN, Virtual Private Network, qui protègent la connexion Internet et la confidentialité des journalistes lors de la recherche des informations sensibles. Il y a les outils de chiffrement tels que PGP, Signal, qui sont utilisés pour sécuriser les communications et protéger les données sensibles. Parmi les outils numériques, il y a aussi les outils de publication et de diffusion. Donc, il y a plein d'outils pour gérer nos enquêtes d'investigation. Il faut faire le téléchargement de ces outils et on va parler de l'importance de ces outils. Donc, continuons. Il y a les outils de publication et de diffusion tels que CMS, Content Management Systems comme WordPress. Donc, vous connaissez tous WordPress. Ça permet la publication, même sur Blogspot, par exemple, de Google, de Gmail. Ces outils permettent de publier et de gérer facilement le contenu en ligne. Il y a les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, Instagram, qui sont utilisés pour partager des enquêtes et interagir avec le public. Aussi des outils de cartographie et de géolocalisation, parce que le journaliste d'investigation est toujours à la recherche de zones géographiques et de localisation. Parmi les outils, on note Google Maps et d'autres outils de cartographie utilisés pour visualiser les données géographiques et contextualiser des enquêtes. Et il y a aussi les outils de cartographie participative tels que OpenStreetMap qui permettent de créer des cartes collaboratives pour des enquêtes sur terrain. Donc, on a parlé de l'ensemble de ces outils-là. Il y a de nombreux outils. Donc, comment le journaliste pourrait-il utiliser ces outils numériques? Le journalisme d'investigation fonctionne selon la logique de l'interdisciplinarité. Donc, c'est un travail en groupe. Le journaliste d'investigation ne peut pas faire tout ça seul, ne peut pas faire la collecte, l'analyse, la vérification, l'élaboration et la publication de son travail. C'est un travail en équipe. Donc, il doit y avoir d'autres spécialistes avec lui, par exemple un journaliste de données, par exemple un graphiste, plein d'autres spécialistes qui peuvent aider le journaliste à terminer sa tâche. Par exemple, un statisticien, un analyste de données, un développeur, etc. Donc, le journalisme d'investigation et plus particulièrement à l'ère numérique fonctionne selon la logique de l'interdisciplinarité. C'est un travail en groupe, c'est un travail en équipe pour atteindre le très bon résultat. Il y a beaucoup de tâches complexes. Il n'y a pas seulement la collecte et la rédaction simple de l'histoire, il y a tout un processus et après la publication, il y aura beaucoup de contacts avec le public, avec les autorités, avec les organismes concernés. Donc, il doit y avoir une équipe pour travailler une enquête qui aboutit à un changement dans la société. Donc, dans la conclusion, le journalisme d'investigation à l'ère numérique représente une évolution majeure dans la manière dont l'information est produite, diffusée et consommée. Donc, il s'agit de l'innovation dans l'exercice du métier du journalisme. Ça représente une évolution dans l'information est produite, diffusée et consommée. Cependant, cette nouvelle ère pose également des défis significatifs. La prolifération de la désinformation, les menaces à la sécurité des journalistes et la nécessité de protéger les sources sont des enjeux qui nécessitent une attention constante. Et malgré ces défis, le journalisme d'investigation demeure un pilier essentiel de la démocratie et du changement positif de la société, malgré les défis, malgré les dangers qui peuvent atteindre l'état du journaliste et l'équipe qui l'accompagne. Le journalisme d'investigation reste très important pour créer la démocratie, pour changer la société. Ça nécessite des efforts, ça nécessite du temps, des ressources financières, etc. Mais le résultat serait très important. Merci beaucoup pour votre attention.
J'espère que la présentation a répondu à vos questions premières et je suis dans l'attente de vos questions. Merci beaucoup. Alors, c'est à vous la parole, Malak. Merci infiniment à vous, docteur. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Nous avons Ali Madi. Ali Madi, la parole est à vous. Bonjour Oui, merci Ali. beaucoup. Bonjour à tout le monde. En fait, merci beaucoup pour la présentation. Ça permet aussi de bien comprendre le sujet. Mais j'ai quelques questions concernant ce sujet parce que c'est donc un sujet pertinent qui nous aide surtout sur nos rêves en tant que des informaticiens ou d'autres domaines, surtout sur la cybersécurité. C'est très important. Mais juste, j'ai quelques questions. Oui, Euh, Première question, c'est que quelles sont les meilleures pratiques pour sécuriser les communications et les informations des sources dans le contexte numérique? C'est ça ma première question. oui. Euh, voilà. Et deuxième question, quel rôle jouent les réseaux sociaux dans la diffusion d'enquêtes, d'investigations et comment s'assurer de la crédibilité des informations obtenues par ce biais? C'est ça ma deuxième Oui, question. oui, Et aussi, oui, et aussi sur la question qui concerne surtout comment les journalistes d'investigation gèrent-ils la pression et les risques liés aux cybermenaces, par exemple, ou bien aux poursuites judiciaires? Voilà, c'est ça mes questions. ok, merci beaucoup Ali. Donc, à propos de la sécurité des communications via Internet, j'ai parlé de quelques outils pour mener les communications et les messageries via Internet. J'ai mentionné WhatsApp ou bien Slack, mais je ne sais pas si vous connaissez le séminaire international qu'organise l'organisation arabe Arij, c'est en Jordanie. Donc, il s'agit d'un événement international qui s'organise vers la fin du mois de novembre de chaque année. Et c'est un événement international qui rassemble chaque année des centaines de journalistes d'investigation du monde entier. Donc, j'ai rencontré l'année dernière dans ce séminaire international pas mal de journalistes, beaucoup de journalistes, et on a vraiment discuté cette question de sécurité, de communication orale plus particulièrement, et tout le monde se met en accord sur l'utilisation maintenant. Et dans cette phase-là, peut-être cette phase internationale politique, se met en accord sur l'utilisation de Telegram. Même j'ai rencontré même des journalistes d'investigation appartenant à de grands médias internationaux, donc des médias de renommée internationale qui sont vraiment professionnels et qui produisent des enquêtes télévisées publiées dans des chaînes internationales fameuses en anglais et en arabe. Donc, ils se mettent en accord que Telegram est maintenant l'outil de communication le plus sécurisé. OK? Et ils déconseillent l'utilisation, par exemple, de WhatsApp ou bien de Messenger. Il y a des groupes, même aussi des groupes de journalistes d'investigation aujourd'hui qui se réunissent sur l'application Slack. Donc, pour mieux sécuriser nos communications, il faut choisir le bon outil de communication via Internet et il faut éviter les outils que nous savons auparavant qu'ils nous suivent ou bien qui suivent nos traces sur Internet. La deuxième question concernant les réseaux sociaux et l'implication de l'audience et du public,
bien sûr, les enquêtes d'investigation parlent de l'intérêt public, donc le journaliste ne peut pas partir d'une question comme ça dans l'air qui l'intéresse ou bien qui intéresse un groupe privé ou bien un groupe limité. Donc le journalisme d'investigation traite des affaires grandioses dans la société. Par exemple, la question de la pollution de la mer ou bien la pollution de l'air lorsque les statistiques parlent, par exemple, ou bien même le descriptif ordinaire parle d'un nombre élevé de maladies causées par l'état de pollution dans une zone. Donc, le journaliste d'investigation se pose la question, quelles sont les causes? Et il va découvrir, par exemple, beaucoup de choses derrière ces statistiques-là. Donc, en premier lieu, le journaliste d'investigation doit partir d'une question d'intérêt public. Et c'est pour cette raison que lorsqu'il va publier son enquête, le public sera engagé au résultat de cette enquête et il va interagir, il va même témoigner. Et c'est très important de publier les enquêtes sur Internet parce que le journaliste pourra interagir et aussi pourra mettre à jour son enquête. Mais il est déconseillé de publier des enquêtes grandioses et importantes sur les réseaux sociaux seulement. Il faut les publier sur une interface médiatique parce que le réseau social n'est qu'un espace de communauté sociale via Internet. Il ne s'agit pas d'un média parce qu'un média, c'est défini comme étant une entreprise qui publie périodiquement des enquêtes qui est sérieuse, qui s'adresse à une cible donnée. Donc, le journaliste choisit l'entreprise médiatique convenable, par exemple une interface numérique, pour publier son enquête. Et il y a, dans des pays différents, il y a des interfaces spécialisées en journalisme d'investigation. Et puis, le lien sera partagé sur les réseaux sociaux. Pour les poursuites judiciaires et comment vous avez, Ali, je me souviens, si je me souviens de la Moi, je dis, question. c'est ça. La question, c'était que comment les journalistes d'investigation gèrent-ils la pression et le risque lié aux cybermenaces et aussi aux poursuites judiciaires, c'est ça. Oui, oui, bon, le métier du journalisme est associé, c'est un métier de risque, c'est un métier fatigant, mais le journaliste doit poursuivre les lois de chaque pays. On ne peut pas exercer le métier du journalisme comme ça dans l'air. On est libre, oui, mais il y a des conditions juridiques. Donc, j'appartiens à un pays, j'exerce mon travail dans un pays, je dois obéir à la loi de ce pays en premier lieu, donc je dois respecter la loi. Si je respecte la loi, donc je ne peux pas être poursuivi par les autorités, c'est en premier lieu. Donc je ne peux pas traiter, par exemple, la vie privée des autres comme ça. Je suis journaliste et je suis libre et je peux dire ce que je veux. Non, il y a, par exemple, la vie privée des autres, mais il y a dans d'autres conditions, si cette vie privée des autres cause des dangers au grand public, donc je la traite. OK. Et il y a aussi l'éthique. Donc, il y a beaucoup de règles à respecter. Si je respecte les règles de loi, les règles de l'éthique et les règles journalistiques, parce qu'il y a un processus, il y a une méthodologie à suivre. Donc, si je respecte ces règles-là, je ne peux pas faire des fautes grandioses qui peuvent aboutir à des poursuites judiciaires. Il y a du Ah, stress, puisque le ah oui, travail ah oui. journalistique, il y a du stress, c'est un stress évident. À propos de la crédibilité des données, j'ai parlé d'une condition qui est très importante dans l'exercice du métier du journalisme, qui est le recoupement des sources. C'est pour cette raison que le journaliste doit recourir à un grand ensemble de sources pour faire vers la fin le recoupement des sources. Donc, je pose la même question à 5 à 10 personnes. Il y a des personnes qui répondent par oui et d'autres qui disent non. Et là, je dois faire recouper mes sources pour découvrir la vérité parce que le journaliste est un cerveau qui réfléchit.
Donc, il n'est pas seulement un médiateur. Ah, Ali m'a dit oui, donc j'écris oui. Non, non, le journaliste réfléchit, il pense, il analyse, il comprend. Donc, il peut et il doit, son métier principal, c'est de découvrir la vérité. OK? Donc, il y a beaucoup de conditions et d'outils techniques, journalistiques et même logiciels qui permettent aux journalistes de se rassurer de la véracité de l'information. Et lorsqu'ils seraient sûrs de ces informations, ils seraient crédibles. Par exemple, il y a beaucoup de logiciels pour lutter contre les fake news, pour se rassurer de la véracité des informations. Il y a des outils pour le fact-checking. Et c'est un défi aujourd'hui. Donc, le journaliste doit apprendre correctement son métier journalistique. En premier lieu, il doit comprendre la méthodologie du journalisme d'investigation. Il doit s'entraîner et expérimenter les outils techniques. Et puis, il doit connaître le cadre juridique du pays dans lequel il exerce son métier et il doit aussi être fidèle à l'éthique. Il y a beaucoup de conditions pour exercer correctement le métier du journalisme. Et si je vais apprendre correctement ces conditions, je pourrais éviter pas mal de stress et je ne peux pas être conduit par les autorités vers des orientations inconnues, par exemple. OK? Merci beaucoup, Ali. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que vous m'écoutez? Ali, vous pouvez allumer votre micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une autre question? Ok. Oui, bon, Merci. je peux dire que les enjeux éthiques du journalisme d'investigation à l'ère numérique, si j'ai bien capté, ça impacte aussi de la vie privée et aussi des informations, des diffusions rapides, par exemple, d'informations non vérifiées. Si je note bien la conversation. Oui, C'est ça, parmi les oui. défis, oui, parmi les défis, oui. Mais Ah oui. écoutez, Et il y a des défis et des opportunités parce qu'à l'ère numérique, il y a aussi des opportunités parce qu'auparavant, on a dit que le journaliste d'investigation était face à une chambre pleine de papiers, c'est à lire et analyser de façon manuelle, mais aujourd'hui, il y a des opportunités, il y a des logiciels qui nous aident à collecter et analyser les données. Et ça, c'est très important. Et il y a derrière ça un gain du temps et des résultats encore plus rigoureux. Donc, le logiciel est aussi intelligent que moi. Donc, il pourra faire attention à des détails que, par exemple, en les gérant de façon manuelle, je pourrais m'ennuyer. Pour le journalisme d'investigation. Par exemple, réunir les efforts des techniciens avec les efforts du journaliste, ça pourrait donner un résultat encore excellent. OK? Ok. Donc, pour ma question précédente concernant la pratique pour sécuriser la communication des informations, des ressources dans le contexte numérique. Donc, est-ce que ça, c'est lié aussi sur des protocoles, par exemple, parce que en informatique, on parle parfois de protocoles de chiffrement, par exemple, si on parle de VPN, c'est-à-dire le réseau virtuel privé, c'est-à-dire les networks privés virtuels là, est-ce que ça a un lien par rapport à ça? Ah non, je ne peux pas discuter ces choses-là parce que je savais qu'il y a, par exemple, en Tunisie, en une période donnée, vers les années 2011 et 2012, il y a des activistes dans des partis politiques donnés qui utilisaient ces réseaux-là. Mais ces réseaux-là étaient interdits par le pays. L'usage de ces réseaux-là est interdit par le pays. Donc, je dois conserver je dois suivre et respecter la loi. Donc, les réseaux desquels vous êtes en train de parler, je ne sais pas si leur usage est permis
par votre pays ou pas. OK? Donc, je Oui, ne dois ok. pas exercer le métier hors de la loi. Je n'assume aucune responsabilité dans ce sens-là. Il faut exercer. Je savais qu'il y a des réseaux, même satellitaires, etc., pour sécuriser les communications, mais on n'est pas espion ou bien je ne sais pas quoi. On est simple journaliste. Donc, les outils ouverts pour tout le monde peuvent satisfaire nos besoins. Par exemple, le Telegram, il y a des interfaces sécurisées. OK, Oui, vous comprenez? On doit oui, oui, oui. toujours respecter la loi de la pays. Si un réseau ou bien l'usage d'un réseau de communication est interdit par mon pays, je ne dois pas l'utiliser. Je dois respecter la loi du pays. OK? Je sais qu'il y a, par exemple, il y Oui, a dans des pays du monde qui ferment l'accès, qui interdisent l'accès à quelques sites web. OK? Donc, vous ne pouvez pas consulter ce site web X et Y et Z. Et il y a des gens qui installent des applications sur leur poste d'ordinateur et ces applications leur permettent d'accéder à des sites web. Mais ça est interdit par ce pays. Donc, si le pays a décidé d'interdire l'accès à ce site web, je ne dois pas prendre le risque parce qu'ils peuvent suivre mon adresse IP et dans cette raison, je oui, serai conduit par les autorités. Donc, il faut toujours respecter la loi. Je défends le respect de la loi. Écoutez, le journaliste n'est pas obligé de faire l'impossible. C'est un simple agent ou bien membre de la société qui a un rôle à faire, une mission à accomplir correctement. Donc, il va partager ses efforts avec la société. Il va essayer de sa part de aider la société à créer un changement. Il n'est pas obligé de créer l'impossible et de contredire les lois et d'inventer des solutions techniques extraordinaires. OK? Il ne s'agit pas d'un travail ok. militaire, c'est un simple travail journalistique, mais qui a son impact, qui peut mener vers des décisions politiques sérieuses et importantes et de grande échelle. OK? Oui, ok, très bien, merci beaucoup. Merci Ali, merci, vous êtes sérieux et courageux. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Merci infiniment à vous. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, soit Ivan, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci pour la présentation. Moi, Merci. ma question, si j'ai bien compris, pour tout ce que vous avez expliqué, est-ce qu'il est nécessaire de- d'aller chercher une autorisation, un agrément auprès de l'État ou de la justice, où on peut, bien qu'on peut travailler en équipe, on peut se lever du jour au lendemain, se poser les questions euh, à, à enquêter, puis on se lance, tout en respectant les règles du pays, par exemple. Ah, votre question, il est important d'aller chercher des permissions pour exercer le métier. Puis, C'est ça la question? est-il nécessaire de le faire? On peut le faire sans autorisation, tout en respectant les règles intérieures. Voilà. Oui, oui. On peut exercer le métier avec permission ou sans permission et ça dépend de la source. Par exemple, il y a des pays qui interdisent le fait de filmer, de prendre des interviews ou bien de prendre des photos dans la rue. Donc, ça exige le fait d'avoir des permissions de la part des autorités. Donc, s'il y a cette condition d'avoir la permission, donc je devrais la prendre. Je dois prendre la permission. Bien sûr, le travail journalistique n'est pas un travail secret. C'est un travail déclaré, mentionné. Donc, lorsque je me déplace en tant que journaliste, c'est
en me déclarant. Donc, je dois avoir la permission. Bien sûr, il y a des particularités dans le journalisme d'investigation pour ma sécurité, pour des questions sécuritaires. Donc, par exemple, s'il y a une foule de gens ou bien, je ne sais pas, une organisation et je veux, par exemple, il y a une administration qui traite mal les citoyens, par exemple, donc je pourrais m'adresser à cette administration sans le fait de déclarer ma personnalité professionnelle, c'est-à-dire je me comporte en tant que simple citoyen pour bien observer la situation et dans ce sens-là, je pourrais même utiliser la caméra si la question ou bien la condition, la caméra cachée, bien sûr. Mais je dois avoir la permission et il y a d'autres tâches que je ne dois pas avoir la question. Par exemple, le fait de filmer au sein des directions ou bien des administrations gouvernementales, par exemple, ou bien étatiques. Donc, c'est interdit d'exercer, c'est interdit de ne pas informer le premier responsable de cette administration. Donc, je dois avoir sa permission, OK? Donc, et dans d'autres cas, je peux filmer de façon à l'aise. Par exemple, ici en Tunisie, l'utilisation de la caméra drone est interdit. Donc, c'est carrément interdit en Tunisie. Donc, pour réaliser un travail journalistique en utilisant la drone caméra, je dois avoir une utilisation de la part du ministère de l'Intérieur. Et par exemple, dans d'autres pays du monde, l'utilisation de la caméra drone est permis à tout le monde. Donc, je parle toujours de la condition du pays donné. Si la loi ou bien les conditions interdisent, donc je dois respecter ces conditions ou bien cette loi-là. Bien que la drone est tel qu'un jeu chez les jeunes et les enfants dans d'autres pays, ici en Tunisie, c'est interdit. Mais les autorités donnent des permissions aux équipes qui veulent utiliser la drone caméra dans des travaux. Donc, c'est interdit. Interdit ne veut pas dire que c'est quasiment impossible d'utiliser la drone caméra, mais interdit sauf avec permission. Donc, il faut informer les autorités parce que lorsque j'utilise la caméra drone, je peux entrer même dans des maisons et filmer la vie privée des autres. Donc, pour se rassurer de mon usage ou bien des objectifs de mon usage de cette caméra drone, je dois avoir la permission des autorités. Mais ça dépend, donc je ne sais pas si vous êtes en train de suivre le cours du journalisme de données. On a parlé des sources. Le journalisme d'investigation se base sur les sources. Il y a différentes sources. Il y a les open sources, les sources ouvertes, donc ça ne nécessite pas des permissions pour accéder à des sources. Il y a des sources fermées, donc je dois présenter une demande d'accès à l'information et puis j'aurai l'acceptation de cette demande et je pourrai accéder à l'information. Et il y a des informations ou bien des sources secrètes, OK? Donc, ces sources-là obligent ou bien la permission ou bien parfois dans des cas extrêmes, on utilise la caméra cachée. Et il y a un débat éthique et juridique à propos de cette caméra cachée, mais le journaliste dans ce sens-là, il y a dans plusieurs situations, les journalistes utilisent la caméra cachée et puis ils assument leurs responsabilités vers la fin, ou bien ça aboutira vers une réussite professionnelle et sociale, ou bien ça aboutira vers la prison. Et dans ce sens-là, le journaliste, comme je l'avais dit, assume sa responsabilité. Est-ce que je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question? Bien reçu, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Mhm. Pas de questions? Tout
C'est clair. Par contre, moi, je peux poser une question. Je suis trop passionnée au journalisme et aux réseaux sociaux et tout, et à la création de contenu et réseaux sociaux. Oui, Donc, Malak, bien sûr. Donc, ce que je sais, c'est que le journalisme, il a besoin d'une acceptation, d'accord? Et que cela dépend du pays qu'il réside. C'est vrai. Mais si, par exemple, on veut prouver quelque Réseau, chose, c'est par moi ou bien. exemple, hein? Non, j'ai pas bien écouté la question, Malak. Je ne sais pas si c'est moi Euh, ou. est-ce que tout le monde me reçoit? Ah oui, maintenant je vous écoute, Malak. Je vous écoute clairement. Ok. Ce que je viens de dire, c'est que le journaliste, le métier du journaliste, il demande beaucoup de OK et beaucoup de oui, vous êtes permis. Mais par contre, si on veut, par exemple, prouver quelque chose, dans ce cas-là, comment on va faire pour... car je suis curieuse, j'aimerais savoir comment ils font pour que cette caméra cachée et prouver. Oui, oui, c'est très intéressant. Prouver, c'est la question cruciale du journalisme d'investigation parce que, ou bien je prouve ça avec mes ressources, avec de la documentation, avec, par exemple, du papier secret administratif, c'est-à-dire avec un papier officiel. Donc, je prouve une question grandiose en recevant un papier et la réception et même la recherche de ce papier nécessite beaucoup du temps et beaucoup de relationnel, etc. Je ne sais pas comment il pourrait recevoir est-ce qu'il va la voler ou bien. Donc, c'est pour cette raison, il y a des choses de l'éthique, c'est discutable, OK? Et parfois, il y a des journalistes qui prouvent des choses en utilisant le microphone caché ou bien la caméra cachée. Et il y a autour de ceci un grand débat. Même en Tunisie, il y avait le débat sur la caméra cachée dans le journalisme d'investigation. Est-ce que ça fait partie du respect des principes de l'éthique ou pas? Mais lorsqu'il s'agit de l'intérêt du grand public, les journalistes se permettent de filmer de façon cachée ou bien d'interviewer des choses de façon cachette. J'ai même à l'organisation arabe à Arige pour le journalisme d'investigation en Jordanie, on a vu un film africain, je pense, réalisé par un journaliste africain qui a utilisé la caméra cachée avec, avec un responsable d'une école religieuse où il y avait de la violence contre les élèves dans cette école. Donc, pour prouver la violence et le responsable était très agressif avec ces élèves-là. Et ils étaient enfants entre 6 à 7 à 8 ans. Donc, pour prouver cet acte d'agression des enfants, le journaliste a utilisé la caméra cachée parce que le responsable refuse la déclaration auprès des médias. Donc, le journaliste a utilisé la caméra cachée parce qu'il y a derrière ça un grand intérêt public, il y a un grand objectif d'intérêt public. Donc, lorsque l'affaire est dangereuse et grave et l'intérêt public est grand, donc le journaliste est permis d'utiliser toute technique pour prouver le danger. OK? Donc, il y a pas mal. Est-ce que. Et puis, le responsable de cette école, bien sûr, il était condamné et il était attaqué par le public, etc. Et personne n'a posé la question pourquoi le journaliste a utilisé la caméra cachée ou bien personne n'a dit que c'est interdit d'utiliser la caméra cachée parce que le journaliste a réussi son objectif. C'est celui de dévoiler l'état d'agression des enfants.
Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question, Malak. Oui, oui, vous avez pu répondre. Donc, c'est une affaire sérieuse, donc il est permis, ce journaliste, de l'utiliser, c'est ça. Personne ne va l'accuser. Pourquoi tu as fait ceci ou cela? Parce que ils vont s'intéresser par la découverte, par les images tristes, par les agressions des enfants, etc., par ce responsable agressif et qui dépasse la loi, etc. Donc, et dans ce sens-là, personne ne va poser la question sur les techniques de preuve. OK? Il y a une autre- Super. Donc, oui, oui, il y a des questions sur le chat. Tout le monde est intéressé à ce métier. Bah, je suis pas la seule. Oui. Quel est le seuil minimal pour en pourcentage pour se déclarer, tout en évitant au max les fausses informations? Swarifan Hassan. Quelle est, je ne sais Je vais pas, répéter. Quel oui, est le seuil minimal pour en pourcentage pour se déclarer, tout en évitant au max les fausses informations? Merci. tout en évitant les fausses informations. Oui, ça dépend. OK, parce que le journalisme n'est pas, ça appartient au monde des sciences sociales. Ce n'est pas une science exacte. Donc, j'ai beaucoup de conditions face à l'exercice de mon métier. Il y a un processus ou bien une méthodologie correcte. Il y a la protection, ma sécurité. Donc, écoutez, bah, la sécurité du journaliste est primordiale. Donc, et c'était une question d'un débat au séminaire international du journalisme d'investigation. C'est quoi le prioritaire? Est-ce que le résultat de l'enquête de l'investigation ou bien la sécurité du journaliste? Bien sûr, la sécurité du journaliste. Je ne dois pas prendre le risque. Si le journaliste va mourir, il n'y aura plus d'enquête d'investigation. Il n'y aura pas de résultat d'investigation. Donc, la sécurité est prioritaire. Donc, s'il y a des situations qui peuvent attaquer ma sécurité, je ne dois pas déclarer mon profil correct. Donc, pas mal de fois, même moi, en tant que journaliste, je ne me déclare pas en tant que journaliste. OK? Donc, s'il y a des situations qui peuvent attaquer ou bien nuire à ma protection personnelle ou bien la protection de mes sources, donc je dois les éviter. Je ne dois pas me déclarer. OK, ça ne veut pas dire que j'évite le fait de traiter la question ou bien le sujet, mais je devrais trouver la solution nécessaire. S'il y a des situations qui ne peuvent pas nuire à ma sécurité personnelle, ou bien prendre la permission, etc. Donc, ça dépend de ma sécurité et de la sécurité de mes ressources. Donc, s'il y a un grand danger dans l'atteinte d'une telle information, je l'évite, bien sûr. Je vais mourir ou bien je serai au présent, donc il y a plus d'enquête d'investigation. Donc le seuil dépend de ma sécurité et de la sécurité de mes sources. OK? Donc je dois pas comme ça, comme un fou, me lancer dans la guerre en soi-disant que je suis à la recherche de l'information. Donc, je dois être intelligent, je dois faire attention à ma sécurité. Et Docteur? Docteur, vous nous recevez? Est-ce que tout le monde peut nous recevoir? Euh,
Euh, Docteur, vous me savez? Donc, veuillez nous excuser pour ce décalage. Jusqu'à l'arrivée de docteur, si vous avez des questions, vous pouvez les poser et les écrire sur le chat. Vous pouvez bien sûr suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités d'étudiants ou encore le site web. Quelques minutes et Dr. Huda sera bientôt de retour. Et bien sûr, nous encourageons nos chers étudiants de l'université que vous avez toujours la chance de participer au concours de sensibilisation du cyberharcèlement. Aujourd'hui est le dernier jour. Veuillez faire vite, hein. Et Dr. Huda est de retour. Dr. Huda, vous me recevez? Je ne sais pas, il y avait un problème technique, je pense. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc, on va continuer Je ne sais pas si vous avez écouté, est-ce que vous avez écouté l'explication de la question, la réponse à la question dernière? Pas toutes les réponses, pour être honnête. Et pour résumer, le seuil, ça dépend de la question de protection de la sécurité du journaliste et de ses ressources. Donc, le journaliste doit prendre en considération en premier lieu sa sécurité et non pas l'objectif de l'enquête. Donc, en premier lieu, ce qui est primordial est de se protéger parce que si le journaliste va mourir, il n'y aura plus d'enquête, ni de résultats d'enquête, ni d'objectifs, ni de changement de la société. OK? Donc, lorsqu'il y a des situations qui créent des menaces à ma protection personnelle, je les évite. J'évite ces situations. OK? Donc, je dois toujours me protéger et protéger mes sources. Et c'est pour cette raison qu'on a dit que le journalisme appartient aux sciences humaines et non pas aux sciences exactes. Et ça dépend du degré de ma protection. Okay? Si je serai condamnée ou bien si je vais mourir, j'évite tout exercice ou bien j'évite toute situation. OK? Bien sûr, le journaliste d'investigation prend dans plusieurs cas le risque, mais pas le risque extrême de donner sa vie comme ça, ou bien mourir, ou bien être condamné au présent. Donc, on doit prendre le risque, mais de façon intelligente, sans dégâts grandios. OK? Super. Donc, on passe à la question suivante de Ali Madi. Quelles compétences spécifiques en matière de codage ou de data science sont-elles nécessaires pour les journalistes d'investigation aujourd'hui? Oui, très bonne question. Parce que je pense qu'il a le profil d'un technicien et c'est très important parce que le journaliste travaille en équipe et à l'ère numérique, le journaliste recourt à des bases de données grandioses et il y a des robots pour faire la collecte de l'information dans cette ère de big data. Et c'est le travail d'un technicien ou bien développeur ou bien spécialiste en algorithme qui doit associer ses efforts aux journalistes d'investigation. Et on utilise le plus souvent ces techniques-là, très avancées, ces techniques logicielles, dans la phase de collecte des données. Donc, la phase de collecte des données recourt aux robots pour faire la collecte des informations de codage ou bien de décodage. Donc, il y a plein de solutions techniques sur Internet. On a parlé du web scrapping, par exemple, de cette technique-là, qu'on utilise
dans la phase de collecte de données. Donc, c'est le travail d'un technicien, d'un développeur associé aux efforts du journaliste. Donc, cette phase de collecte des informations est très importante. Et à propos de la vérification des données, il y a aussi des outils techniques pour se rassurer de la véracité de ces données. Par exemple, parfois, on trouve des photos qui circulent sur Internet et il disait que cette photo est prise dans tel espace. Mais en utilisant un outil logiciel, par exemple, il va nous dire que cette photo est publiée pour la première fois en l'an, par exemple, 2008, et c'était dans le cadre de tel événement et ça a été publié par c'est la personne X, ok? Donc, on découvre que cette photo est falsifiée. Donc, la phase de collecte de données est très importante et c'est dans cette phase-là qu'on utilise les techniques de data science, etc. Et dans la phase suivante, qui est la vérification des faits, parce qu'il ne suffit pas de faire la collecte de données, mais en deuxième phase, il faut se rassurer de ces données et de vérifier les faits. Et il y a aussi des outils pour la vérification de ces informations, tels que le deep checking grâce à l'intelligence artificielle ou bien simplement le fact-checking. Et il y a beaucoup d'outils pour le fact-checking. Mais écoute, Ali, si vous avez le profil d'un technicien, donc vous pouvez vous convertir en journaliste. Il suffit seulement d'apprendre les techniques et la méthodologie du journalisme et vous pouvez devenir un excellent journaliste d'investigation parce que je présente aux étudiants le cours en journalisme de données et on a vu des exemples de personnes fameuses dans le monde. Par exemple, un développeur qui s'est converti en journaliste de données, par exemple un médecin qui s'est converti en journaliste de données. Donc, il y a cette possibilité-là d'associer les deux métiers ensemble et ça serait quelque chose d'extraordinaire, OK? Splendide. Donc, passons à la question de Saifi. Dini, si c'est pour la bonne cause, on peut utiliser les appareils interdits dans quelques pays tels que drones, caméras ou micro cachés? Je pense que oui, celle-là. Et oui, vous l'avez déjà répondu à cette question, n'est-ce pas, docteur? Oui, oui, parce que la voix n'est pas trop bien claire. C'est à propos de la caméra cachée. Oui, c'est à propos de la caméra cachée ou appareil interdit dans quelques pays. Ah oui, oui, on avait dit que ça dépend de l'intérêt public, ok, mais le débat reste national ou bien même international. C'est la légitimité d'utiliser la caméra cachée, de filmer sans le fait d'avoir la permission de la personne. Donc, ça dépend de l'intérêt, ça dépend de l'importance du sujet à traiter, ok? Ça dépend. Bah, tout est relatif, ok? Tout est relatif. Super, donc on va passer à Sorifan. Sorifan, la parole est à vous. Oui, ma question, j'avais posé une question dans le chat, c'est bien répondu, mais je voulais savoir exactement parce que moi, je suis dans la base de la logique, c'est-à-dire en termes de probabilité de statistiques. Oui, Quand, par exemple, je mène mon enquête et je n'ai pas l'information exacte, donc je dois enquêter. Quand j'enquête, je peux avoir deux cas différents. Est-ce qu'il n'y a pas un seuil en termes de pourcentage ou de statistiques de se prononcer ou de lâcher l'affaire? Parce que je peux avoir des gens qui sont en anonymat, qui sont pour ou contre. Est-ce qu'il n'y a pas un seuil exact ou minimal pour bien se prononcer? Voilà, ça a été ma question. se prononcer, c'est-à-dire publier l'enquête.
Voilà, voilà. Ok, donc je ne vous écoute pas bien, mais je vais essayer de répondre parce que au départ, j'ai défini le journalisme comme suit, en comparant le journalisme d'investigation avec l'enquête. On a dit que l'enquête part d'une simple question pour trouver une simple réponse et ça nécessite par exemple entre une semaine et un mois. Mais j'ai dit que la différence entre le journalisme d'investigation et l'enquête, ça consiste aux hypothèses. Donc, le journalisme d'investigation se base sur la création des hypothèses au départ. Donc, puisqu'il s'agit d'un problème complexe, donc, qui étonne la société, donc je dois mettre en place des hypothèses. Et ces hypothèses, ce sont des réponses possibles au problème. Donc, le journaliste va enquêter, donc va poursuivre le premier schéma, essayant de répondre à la première hypothèse. Il peut prendre les trois chemins lorsqu'il a mis, par exemple, en place trois hypothèses. Donc, il peut les travailler les trois en parallèle, mais il avance dans le premier chemin ou bien dans la première hypothèse, et puis il trouve que c'est loin de la question ou bien c'est loin du problème, et puis il laisse tomber cette hypothèse-là, ou bien et il expérimente la deuxième hypothèse, la troisième hypothèse. Il pourra affirmer les deux hypothèses ensemble, il pourra affirmer une seule, ou bien il pourra laisser tomber les trois hypothèses et il recommence son enquête avec d'autres hypothèses. Donc, le chemin dans le journalisme d'investigation n'est pas un chemin clair. Je ne peux pas avoir une réponse préliminaire à la question. Je ne peux pas la prévoir parce que je ne sais pas, il n'y a pas d'idée claire à propos de l'aboutissement de cette enquête. C'est pour cette raison qu'on met en place des hypothèses. OK? Donc, c'est ça la méthode claire et c'est pour cette raison que le journalisme d'investigation nécessite beaucoup du temps. Ça peut prendre des mois et même des années, une année, 2 années, 3 années. Et ce temps-là coûte de l'argent. Pourquoi de l'argent? C'est pas pour payer les salaires du journaliste et de l'équipe seulement, parce qu'on est en train de se déplacer, on est en train de collecter des données, en train d'utiliser des outils logiciels payants, on est en train de rechercher des ressources, de faire des contacts, donc on est en train de travailler, de bouger, donc ça nécessite de l'argent. Il y a même des bases de données payantes, il y a des personnes qui veulent de l'argent pour donner des déclarations ou bien des informations sérieuses. Donc, pour publier l'enquête ou bien pour laisser tomber, vous êtes à la recherche de votre question, la probabilité ou bien le pourcentage, ça dépend de la réponse à la grande problématique. Si je trouve que l'hypothèse est loin de ma question principale, donc je laisse tomber. Mais comment je me rassure du résultat, c'est-à-dire comment je pourrais dire que, tiens, j'ai pu atteindre l'objectif. C'est ça la bonne réponse. C'est grâce au recoupement des sources. Donc, le fait de se baser sur les sources documentaires et humaines, donc c'est une chose très importante. Le point fort du journalisme d'investigation, ce sont les sources. La diversification des sources et le recoupement des sources est très important pour déduire le bon résultat. Et lorsque je serai convaincue, parce que, écoutez, le journaliste n'est pas une machine ou bien un médiateur, c'est un responsable, c'est un leader d'opinion. C'est moi, il ne s'agit pas de mathématiques dans ce sens-là ou bien dans cet instant-là. Il s'agit d'une forte décision prise par le journaliste. Il va dire, tiens, c'est la bonne réponse. Tiens, j'atteins la fin de l'enquête, bien que les enquêtes peuvent se poursuivre, ok? Mais tiens, c'est la grande découverte et je trouve que cette personne, c'est-à-dire j'accuse, donc je peux accuser cette personne parce que j'ai les justificatifs, j'ai les preuves, j'ai les sources qui m'avaient donné les preuves. Si je pourrais
rassembler l'ensemble des preuves qui accusent cette personne-là, c'est bien, j'atteins la fin de l'enquête et je peux la publier, la prononcer. Donc, c'est un jeu de sources et de preuves pour l'objectif accuser une personne, et l'acquisition de cette personne pourra entraîner le changement dans la société. OK? Donc, le résultat final est créé par le journaliste qui est un responsable dans la société, qui est un leader d'opinion, qui est un facteur actif pour le changement de la société. N'est pas une machine, n'est pas quelqu'un qui hésite, non, il a une force de décision, ce journaliste-là. OK? Super, donc on va revenir au chat. Hop, on revient, on revient. On va prendre la question d'Alimadi. Dans quelle mesure la monétisation des contenus journalistiques influence-t-elle le choix et la publication des enquêtes? Dans quelle mesure, là, quoi? La monétisation des contenus journalistiques influence-t-elle le choix et la publication des enquêtes? La monétisation, c'est-à-dire la monétisation des données pour les acquérir, bien sûr, tout influence, bien sûr, parce que les grandes entreprises médiatiques qui réservent de grands budgets pour les enquêtes d'investigation peuvent atteindre de grands résultats, des résultats, peuvent dévoiler de grandes choses en cachette. Et les entreprises ou bien les freelance journalistes d'investigation qui ont un budget raccourci ou bien minimal ne peuvent pas aller beaucoup loin. Donc, la monétisation, oui, le financement des données ou bien la monétisation pour acquérir des données est très importante et elle influence la qualité de l'enquête. Par exemple, j'ai précédemment, j'ai visité Liban et on a fait une réunion avec un grand journaliste d'investigation au Liban, à Beyrouth. Il travaille en tant que journaliste d'investigation dans une chaîne TV reconnue au Liban. Et ce journaliste-là, il nous a raconté que la chaîne télévisée lui réserve tout un département avec une chambre de nuit, avec une salle de bain, avec une kitchenette. Donc, parce que ce journaliste d'investigation passe ses jours et ses nuits à la télévision. Donc, il ne peut pas revenir à la maison sans le fait de terminer une tâche donnée parce que le journalisme d'investigation est une réflexion continue sur le contenu, sur les informations. Donc, il ne peut pas interrompre son fil d'idées pour revenir à la maison, dormir ou bien prendre une douche ou bien manger. Donc, il vit à la chaîne télévisée. Donc, parce que cette chaîne a un grand budget, parce que cette chaîne lui permet de travailler, de faire ses enquêtes en de bonnes conditions. Donc, le fait de préserver un budget très important à l'enquête d'investigation, ça agit positivement sur le résultat de l'enquête. Donc ici, on est face à une chaîne télévisée qui accorde beaucoup d'attention à son journaliste parce qu'il était extraordinaire et c'est quelqu'un de fameux au Liban. Donc tout le monde le connaît par ses enquêtes d'investigation sérieuses. Il a pu accuser beaucoup de responsables dans le pays et entraîner beaucoup de changements. Donc le média lui réserve un grand budget pour l'acquisition des données, pour sa vie quotidienne, etc. Et ceci pour garantir un bon résultat de l'enquête. Oui, donc le financement des données agit directement sur la qualité des résultats de l'enquête. OK?
Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que Alim Nadi a une autre question. La parole est à vous. Oui. Oui, tout d'abord, je tiens à remercier l'opportunité d'aujourd'hui parce que c'est vraiment extraordinaire sur la réunion. Donc, ma question est quels sont les défis liés à la collaboration entre journalistes d'investigation et experts en cybersécurité? Voilà, c'est ma question. Ah oui, oui, bon, il n'y a pas de grands défis. Mais, écoutez, parce que le monde d'aujourd'hui et même la science qu'on est en train d'étudier à l'université s'oriente vers l'interdisciplinarité, c'est-à-dire différentes disciplines se rencontrent. On découvre aujourd'hui dans le monde académique que tout spécialiste ne peut pas fonctionner tout seul. Donc, il y a beaucoup de sciences qui s'orientent vers l'interdisciplinarité de travailler en commun. Et c'est pour cette raison, par exemple, dans la formation du journaliste, on enseigne le graphisme, par exemple, le design graphique, donc des matières qui ne l'intéressent pas directement, mais il pourra comprendre le langage du graphiste. Donc, ce n'est pas pour que ce journaliste devienne un designer, parce qu'il ne peut pas le devenir par excellence. Il peut faire des choses faciles via Canva, par exemple, ou bien Paint, ou bien Canva, mais c'est pour bien communiquer avec le designer. Donc, pour qu'il y aura un langage commun entre eux. Et même aussi, le technicien en développement, il est en train d'étudier les techniques de communication. Donc, c'est une matière à enseigner dans de différentes universités. Les défis, c'est dans ce territoire commun, c'est-à-dire je connais le langage du technicien et le technicien connaît le langage du journaliste pour qu'il y aura de l'entente. Et c'est très important, ça donne un résultat très intéressant parce que il y a aujourd'hui, on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une science trop compliquée pour un journaliste. Moi, je suis journaliste et je suis en train de vous parler des choses techniques. Ça ne veut pas dire que je les maîtrise et je suis génie comme un ingénieur, non, mais parce que j'ai reçu le langage commun entre moi en tant que journaliste et l'ingénieur. Donc, je connais les ABC et je peux communiquer avec les ingénieurs. Je vais lui dire, je veux collecter ce genre de données parce que j'ai l'enquête sur ceci et ceci et ceci. Donc, l'ingénieur va me comprendre facilement et il va utiliser sa technique en profondeur pour me collecter ces informations ou bien m'aider à la collecte de ces informations. Donc, lorsque je ne vais pas avoir une formation en intelligence artificielle, je serai loin de l'innovation dans l'exercice de mon métier. Donc, il y a réellement un défi. Je devrais évoluer, je devrais évoluer et améliorer la qualité de mon travail. Donc, je ne dois pas me croiser les bras. Non, je dois apprendre le langage commun entre moi et l'autre professionnel pour mieux faire notre travail. Et c'est très intéressant de formuler des groupes, essayer de vous associer en groupe et de commencer le travail. Ça serait quelque chose d'extraordinaire parce que le journaliste, vers la fin, c'est lui qui va rédiger le texte, c'est lui qui va le lire par sa belle voix, mais il y a avec lui un designer, un graphiste qui va traduire quelques données, texte en graphisme, en visualisation. Il y a aussi un analyste de données, un développeur avec lui qui vont l'aider à analyser ces informations, etc. Donc, essayez non pas de commencer par des enquêtes d'investigation parce que ça nécessite du temps et de l'argent, mais même de faire de mini-reportages, de mini-enquêtes, ça aboutira à un résultat extraordinaire. Aujourd'hui, il faut se rassurer que le journaliste ne peut pas faire tout seul. Il ne peut pas. Moi, il peut faire un travail simple avec ses compétences personnelles, mais en associant ses efforts à d'autres spécialistes, il pourra faire une chose extraordinaire. OK?
Ok, merci beaucoup. Et encore, pardon, parce que je parle aussi des défis. Donc, pour ma dernière question concernant les défis liés à la transparence des données ouvertes pour le journaliste d'investigation. Bon, je vais parler sur les limites d'accès. Donc, quels sont les défis liés à la transparence des données ouvertes pour les journalistes d'investigation? Ah oui, les open source, les données ouvertes, donc ça, ce Oui, sont oh, ouvertes. oui, 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 oh, oui, oui. Oui. C'est-à-dire, Donc, moi, il y a je voulais parler aussi des limites d'accès aux données ou bien à la confidentialité des données sensibles comme ça, etc. c'est un problème aussi, c'est un problème d'ordre national. À propos des open source, les données ouvertes, donc c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est à travers, par exemple, les sites web des entreprises, les apports statistiques publiés, par exemple, par les gouvernements, par les organisations qui ont pu mener, par exemple, des enquêtes sociales à propos de l'économie, la politique, etc. Par exemple, le taux de chômage, je ne sais pas. Donc les open source n'ont pas de problème. Mais il y a aussi le principe de l'accès à l'information. Ici, en Tunisie, on a créé la loi de l'accès à l'information. Et il y a dans pas mal de pays du monde la loi d'accès à l'information. C'est une loi qui permet aux citoyens, non pas seulement les journalistes, aux citoyens ordinaires, d'accéder à l'information. Par exemple, je veux savoir le nombre de camions, par exemple, qui prennent les déchets chaque jour dans mon quartier, le nombre de camions que la municipalité a dans ses garages. Par exemple, je veux savoir cette information, par exemple, en tant que journaliste ou bien en tant que simple citoyen. Et le responsable de la municipalité refuse de me donner cette information. La loi disait que j'ai le droit en tant que citoyen d'avoir cette information. Donc, comment je procède selon cette loi? Je propose une demande écrite, je la dépose au bureau d'ordre de cette administration. Et dans 20 jours, le responsable doit me répondre et donner ces informations que je recherche. S'il ne me donne pas l'information recherchée, je m'oriente vers une autorité nationale spécialisée en accès de l'information. Donc, il y a un juge, il y a des responsables qui se réunissent pour ensuite aboutir à des décisions. Donc, ces décisions vont imposer aux responsables de la municipalité de me donner ces informations. Donc, il y a dans de différents pays du monde la loi de l'accès à l'information. Ce sont des informations qui ne sont pas interdites, mais qui ne sont pas publiées comme ça, mais qui nécessitent du temps. Donc, mais il y a aussi des administrations et suite à des demandes, ils nous répondent tout de suite et ils nous donnent les informations. OK? Donc, il y a ce genre d'informations qui nécessitent des demandes qui nécessitent des permissions, qui nécessitent des contacts directs avec les responsables. Ce ne sont pas des données ouvertes de l'open source. Et il y a des informations secrètes qui ne doivent pas être publiées. Par exemple, bon, ici en Tunisie et je pense dans de différents autres pays africains ou bien arabes, il n'y a pas de systèmes informatiques très bien sophistiqués, mais il y a dans des pays américains ou bien africains des systèmes administratifs très bien développés. Par exemple, des systèmes ayant rapport à l'état sanitaire des personnes. Donc, les systèmes informatiques stockent tout, enregistrent tout sur l'état de la santé d'un citoyen X. Ce jour-là, a consulté l'hôpital X, le service, par exemple, de chirurgie générale. Il a contacté le médecin X. Il a eu, par exemple, le médicament X. Donc, il y a un état sur l'état de santé de cette personne-là. Un autre jour et après 10 ans, ce citoyen-là se présente aux élections présidentielles. OK? Donc, le journaliste veut faire une enquête d'investigation à propos de ce candidat.
est-ce qu'il est apte de diriger ou bien de présider un pays ou pas, une personne qu'on ne la connaît pas, ce candidat, on ne le connaît pas. Donc, le journaliste commence à faire une enquête d'investigation pour, bien sûr, dans l'intérêt public, parce que le public s'étonne, c'est qui ce candidat-là? Est-ce qu'il est apte de diriger un pays? On ne le connaît pas. Bon, on sait qu'il est, par exemple, qu'il est médecin. Bon, non pas qu'il est ingénieur ou bien qu'il est homme d'affaires, mais on n'a pas d'autres informations. Et puis, le journaliste, en faisant la collecte de données, il a reçu l'information que ce candidat, par exemple, a consulté le service de psychiatrie de l'hôpital pas mal de fois. Donc, le journaliste s'adresse à l'hôpital ou bien au ministère de la Santé pour avoir un état sur la santé de ce candidat-là. Bien sûr, la loi nationale de l'accès à l'information permet aux journalistes d'accéder à ces informations. Attention, là, ce sont des informations privées parce que l'état de santé est une affaire privée, mais lorsqu'il s'agit d'intérêt public, l'État peut me donner ces informations par la loi. Et le journaliste, lorsqu'il va publier son enquête au public, il va dire que les 10 dernières années, ce candidat a consulté le service de psychiatrie à l'hôpital X et il avait, par exemple, des troubles bipolaires, et il est sous traitement. Donc, son état de santé ne le permet pas de bien gérer le pays. Et puis, il diffuse l'enquête au grand public et le public va juger et il aura sa réaction, bien sûr. Donc, c'était grâce à l'accès à l'information, des informations privées qui ont pu être publiées, c'était grâce à l'accès à des informations secrètes et privées qu'on a pu sauver un pays suite à une enquête d'investigation. C'est pour cette raison que je vous ai dit que l'exercice du journalisme d'investigation dépend des règles du pays. Par exemple, ceci, c'est dans un pays qui permet l'accès à l'information, qui a une loi d'accès à l'information. Un autre pays refuse de donner toute information et en rapport à l'état de santé de ce candidat-là. Et puis, le journaliste ne pourra pas prouver l'état de santé selon des papiers administratifs officiels. Donc, il va s'appuyer sur des sources, sur des parents, sur des voisins, sur un infirmier, sur un surveillant général de l'hôpital, etc. Donc, les sources n'ont pas le pouvoir absolu pour prouver l'état de santé grave de ce candidat. Est-ce que vous êtes en train de comprendre, Ali? Je pense Excellent, qu'il y a... excellent. Merci, merci beaucoup. C'est Donc, bien, la oui, gestion des sources bien noté. dépend. Donc, Ali, la gestion des sources et la communication avec les sources dépendent de notre objectif. OK? Si l'intérêt public exige la collecte de cette information, je dois trouver toutes les possibilités. Je dois procéder comme je veux, même si la loi l'interdise. Donc, je pourrais, dans ce sens-là, utiliser la caméra cachée, le microphone caché, etc. OK? Oui, ok, merci beaucoup. Merci infiniment pour l'explication. Ah, merci pour vous. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Oui, Sarifan, la parole est à vous. Oui, je voulais demander qu'attend un journaliste d'investigation indépendant, et je précise indépendant, qui n'est pas engagé par une organisation quelconque et qui travaille dans ce métier. Qu'est-ce qu'il attend par la reconnaissance? Ça veut dire que il a tout dépensé, il a puisé ses ressources pour une information, mais qu'est-ce qu'il attend en retour et comment il va progresser dans son travail?
Voilà, s'il y a des liaisons qui peuvent Ah oui, interagir. très intéressante comme question. Donc, je vous ai parlé des freelance journalistes ou bien des journalistes indépendants. Ces journalistes, ou bien ils ont des budgets limités, ou bien ça dépend de leur budget, mais c'est les freelance journalistes partout dans le monde sont en train de réaliser des enquêtes extraordinaires. Ce n'est pas une condition primordiale d'appartenir à une entreprise médiatique pour pouvoir exercer le métier du journalisme d'investigation. Même lorsqu'on est freelance, on peut mener des enquêtes excellentes. Mais vous avez dit, je ne sais pas, comment pourrait-il poursuivre son travail ou bien ce journaliste freelance peut gagner beaucoup d'argent plus que l'entreprise médiatique parce que le journaliste freelance va vendre, il ne va pas publier comme ça cette enquête de façon gratuite sur son blog personnel ou bien sur le réseau social, il va vendre son travail aux entreprises médiatiques. Et comme ça, il peut avoir de l'argent. Donc, le freelance journaliste est en train de réaliser un travail extraordinaire parce qu'il travaille en cachette. OK? Donc, mais il se cache et il ne s'adresse pas, il ne s'oriente pas au terrain avec la casquette d'un média, avec le logo au microphone, le logo du média, avec la voiture, avec de l'impression véhicule, c'est-à-dire de l'habillage véhicule avec les logos de médias. Ce journaliste freelance se déplace sur terrain en cachette, donc il peut réaliser un travail extraordinaire, mais la phase la plus importante est de rechercher les médias convenables pour vendre le travail journalistique. Et parfois, le journaliste freelance et suite à des contrats d'accord, par exemple, avec les médias, peut vendre son travail à plusieurs chaînes, par exemple, la version originale, mais il peut vendre son enquête à une seule chaîne et ça serait exclusif, donc la diffusion exclusive de ce travail. Donc, ça dépend du contrat et dans ce sens-là, il gagnera beaucoup d'argent. Et dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes indépendants, de freelance journalistes, et grâce au journalisme mobile, c'est-à-dire à l'usage du smartphone, le journaliste peut mener son enquête de façon extraordinaire, de faire le montage, de rédiger le texte, de filmer, d'interviewer, etc. OK? Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Super, donc pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, mais je vous remercie, Malak, pour l'organisation de ce séminaire et pour la présence des étudiants et des professionnels avec nous. Je vous remercie infiniment pour vos questions sérieuses. Bien sûr, malheureusement, l'exercice du journalisme d'investigation aujourd'hui n'est pas assez facile parce qu'il y a des contraintes économiques, politiques et sociales. Mais écoutez, il y a beaucoup de journalistes partout dans le monde qui sont en train de réaliser de très belles enquêtes. Essayez de faire attention aux interfaces de publication, d'essayer de rechercher sur Google, par exemple, ou d'autres moteurs de recherche, des extraits d'enquêtes. Il y a pas mal d'enquêtes qui sont publiées sur les interfaces. Essayez de prendre votre temps, 1 à 2 à 3 à 6 mois, à une année, par exemple, de regarder les enquêtes, particulièrement les enquêtes télévisées, essayer de visualiser, essayer de comprendre les techniques de prise de l'image ou bien de la vidéo. Donc, prenez votre temps pour visualiser des enquêtes. Il y a des enquêtes très intéressantes faites par des journalistes africains. OK?
et puis essayer de commencer l'exercice du journalisme d'investigation. N'allez pas trop loin, recherchez dans ce qui nous entoure, parce que l'impact important de l'enquête, c'est lorsqu'elle part de notre entourage. OK, essayez de rechercher dans vos entourages. Il y aura certainement des choses ambiguës, des questions complexes, et c'est grâce à vos efforts que vous allez participer à la recherche de réponses. Donc, le journaliste n'est pas en conflit avec les autorités. Par contre, le journaliste aide les autorités et les responsables officiels du pays à exercer leur mission convenablement. Donc, il les aide. Le journaliste est au service du public. Donc, essayez de trouver de faire attention aux problématiques qui vous entourent comme ça, dans votre géographie locale, et de mettre en place des hypothèses. Est-ce que ça pourrait être ceci ou cela ou... Donc, il y aura des hypothèses, des réponses possibles, et essayer ensuite de rassembler les sources, d'expérimenter les sources pour trouver la réponse. Donc, il y aura la preuve, comme vous l'avez dit, Malak, et vers la fin, on doit accuser un responsable. Il doit y avoir une personne à accuser qui était une personne ou bien un organisme qui était à la cause de ces dégâts. Mais je ne peux pas accuser un organisme, même si ça serait un organisme de haut niveau, je ne peux pas l'accuser sans le fait d'avoir les preuves nécessaires. Donc, je dois rassembler mes sources, mes preuves pour pouvoir accuser. Et le résultat de l'enquête doit créer ou bien pousser vers un changement dans la société. C'est ça le journalisme d'investigation. C'est un travail à fond, un travail intelligent, un travail passionnant. Bien sûr, c'est un travail risqué, mais je devrais mettre en priorité la sécurité, ma sécurité personnelle et la sécurité de mes interviewés, de mes sources. Mais c'est très important et ça aide à la démocratisation de la société, parce que le public a le droit d'être informé. OK, merci beaucoup vers la fin, et j'espère vous rencontrer dans de futurs séminaires, et j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Donc, à vous la parole, Merci Malak. infiniment à vous, docteur, pour... Oui, merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention, attention, attention. Veuillez, si vous voulez, vous inscrire au formulaire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités des étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous nous verrons Inch'Allah dans d'autres séminaires ou encore dans le séminaire d'aujourd'hui, le marchandise qui aura lieu à 19h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Nos deux séminaires de demain, comment écrire un rapport avec latex, comment créer des vidéos sur YouTube, et également l'un des plus grands séminaires organisés dans le cadre de l'éducation et de la formation organisé par l'UNESCO dans cette semaine mondiale, qui est les frontières numériques, les nouvelles compétences et tendances dans l'éducation aux médias et à l'information, dont vous serez capable de voir la participation de 2 représentantes de l'UNESCO dans cette merveilleuse journée. Et bien sûr, vous avez un concours, nos chers étudiants, que vous pouvez vous inscrire. Aujourd'hui est le dernier jour. Ne perdez pas votre temps et n'hésitez pas, veuillez, s'il vous plaît, faire vite. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Docteur, il y a quelque chose? Non, non, il y a une petite question et je lui ai répondu par écrit. Ah, d'accord, d'accord. Pas de souci. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir.
Au revoir.